Je m'appelle Philippe Testa, je suis écrivain, enseignant. J'enseigne depuis une vingtaine d'années dans un collège du nord de Lausanne. J'enseigne le français, l'histoire, la géographie à des adolescents. Et j'écris justement depuis que je suis adolescent. J'avais 18 ans à peu près quand j'ai commencé à écrire des poèmes inspirés très librement de Baudelaire. J'ai découvert l'alexandrin baudelairien et puis voilà, j'aimais bien ça. Après j'ai écrit des nouvelles fantastiques, des romans noirs, enfin inspirés de mes lectures de romans noirs, j'adorais ça. Et puis j'ai commencé ensuite j'ai eu la chance de pouvoir être publié en 2004 un premier recueil de nouvelles aux éditions Navarino, une petite maison d'édition qui a malheureusement disparu maintenant. Et puis après, dans ces différents ouvrages qui ont été édités aux éditions Navarino, il y avait notamment Sony, mon premier roman, qui a eu la chance j'ai eu la chance de pouvoir être le lauréat du roman des romans en 2011. Et ça m'a un peu, entre guillemets, ouvert des portes. J'ai publié ensuite un deuxième roman aux éditions de l'Âge d'Homme. Et puis ensuite un recueil de poèmes aux éditions Elie Selas, avec qui j'avais trouvé un excellent contact. Un autre roman ensuite chez Elie Selas en 2020, L'Obscur, qui a une histoire un peu étrange parce qu'il devait sortir en mars 2020. Et puis au moment où il allait sortir, tout était prévu, il y avait plein d'événements qui devaient être faits. Il y a eu le confinement, donc le roman n'a pas pu sortir à ce moment-là. Il est finalement sorti au mois de mai. Et puis la belle histoire de ce ratage un petit peu, c'est qu'il a été repéré par Folio SF et il a été réédité chez Folio SF en mars de cette année, en mars 2022. Et voilà, ça c'est quand même une histoire assez cool parce que là tout à coup un roman chez un petit éditeur roman se retrouve réédité à Paris. Et puis ça fait que depuis, voilà, je suis un peu en contact avec des éditeurs parisiens qui sont assez cool, hein, qui sont plutôt sympas. Donc voilà. Donc mon nouveau roman Pouvoir, édité aux éditions d'en bas, sortira en décembre 2022. L'inspiration première de Pouvoir, c'est l'élection de Donald Trump. C'était vraiment le jour de son accession au pouvoir. Je me suis questionné, comme beaucoup de gens d'ailleurs, sur comment ça se faisait qu'il soit arrivé au pouvoir, qui avait voté pour lui. Et puis assez vite, il y a eu des articles, des reportages sur justement ces gens mal considérés, souvent maltraités professionnellement, qui avaient voté pour lui. Et puis à ce moment-là, le personnage de Michel Legrand, de mon roman, est apparu, un ouvrier qui travaille dans une usine agroalimentaire du sud de Paris, qui ne se sent pas considéré, mal considéré, et qui est justement un des soutiens de cet homme politique que je ne nomme jamais et dont on voit la montée au pouvoir en France. L'autre personnage ensuite aussi apparu très vite, Alban Morvan, l'écrivain un peu désabusé. Ça paraissait important d'avoir un peu ce double regard sur cet homme politique qui n'est jamais nommé. Et justement, ces deux personnages vont chacun de leur côté s'approcher de cet homme politique qui a la caractéristique d'être beau. Je pense que c'est surtout ça sur lequel j'ai voulu jouer, c'est en fait la beauté, le sex appeal. Je voulais pas tellement parler de politique ou d'économique, mais plutôt de quelque chose de plus pulsionnel, de plus passionnel. Mais Pouvoir, comme roman, ne parle pas seulement de politique, pas seulement un roman sociologique, oui, mais pas seulement. Ça parle de sex appeal, bien sûr, mais ça parle aussi de l'intériorité des personnages. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours préoccupé, ces allers-retours entre l'aspect sociologique et intérieur. Et donc, ça dresse le portrait de quelque chose, du désenchantement contemporain, qui est vraiment une des thématiques récurrentes dans mes romans et dans mes nouvelles. Vu le succès qu'il commence à avoir, les médias s'intéressent de plus en plus à lui et donc à des types comme moi. À croire que les journalistes ont enfin remarqué qu'on existait. Peut-être parce qu'on est ses premiers soutiens, nous les gens qui bossons et qui n'obtenons pas grand-chose, à part la perspective de finir sur le carreau, nous les invisibles que d'autres aiment bien mépriser. Et c'est vrai qu'on n'a plus vraiment notre place nulle part. Le monde n'a pas besoin de nous pour tourner. Chez Milkit, produit laitier de qualité, comme dit la pub, je m'occupe des contrôles et de la maintenance, et ça m'arrive de me dire que je pourrais très bien être remplacé par une machine. Point de vue épanouissement professionnel, j'en suis réduit un minimum. Et c'est sans compter la question du fric. Avec mon salaire, je n'ai pas les moyens de faire grand-chose d'autre que survivre. Je fonctionne, comme tout le monde, avec le danger qu'à force de fonctionner, on finit par croire que c'est ça la vie. Bien sûr, j'ai la chance d'avoir un travail. J'en connais qui aimeraient être à ma place. On ne peut pas vivre sans emploi, on a tous besoin de pouvoir bouffer, mais aussi d'être occupé et productif, de faire quelque chose, de donner du sens à nos journées. JC, par exemple,
Il est au chômage depuis quoi? 2 ans? Ça le rend tellement malade de se trouver sur la touche que des fois, il dit qu'il pourrait tout laisser tomber. Je comprends. On ne décide pas de quand on vient sur Terre, mais au moins, on peut choisir le moment du départ. Pour JC, ce n'est pas le chômage qui est pénible, c'est d'y croire de moins en moins. Douter de soi, des compétences qu'on a, ça finit par vous ronger. Quand on a bossé toute sa vie, qu'on a fait ce qu'il fallait, qu'on s'est sorti les pouces du cul, qu'on n'a rien demandé à personne et qu'on se retrouve là, j'ai jamais vraiment su ce qui s'est passé à son boulot, pourquoi il a été mis à la porte. Il ne m'a pas donné de détails. Des histoires avec ses collègues, des conneries qui partent en sucette et pourrissent l'ambiance, des séances de médiation qui donnent rien, et après des allusions pour lui faire comprendre qu'il ferait mieux de partir de lui-même. Et j'imagine que comme JC n'a pas voulu piger, il a fini par être viré. Le prochain, ce sera peut-être moi. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions, ni pour moi, ni pour mes garçons. Je les plains. Qu'est-ce qui les attend? Une espérance de vie moins longue que la mienne? Ça ne sert pas à grand-chose de parler sans arrêt de progrès. Pas la peine de mettre notre société et nos valeurs sur un piédestal. On dirait qu'on a atteint un seuil et qu'on commence à régresser, à moins que quelque chose de providentiel arrive. Providentiel. Qu'est-ce qui me prend de dire des choses pareilles, d'utiliser des mots comme ça? J'ai jamais cru à la religion, à la Bible, à toutes ces conneries. Un homme et une femme, les premiers dans leur genre, qui enfantent 2 fils, et ensuite l'espèce se perpétue. Un type qui sépare les flots d'une mer après avoir reçu le règlement de la maison, une vierge fécondée par un esprit et dont le rejeton peut marcher sur les eaux et ressusciter les morts. Et on ne parle pas de ce à quoi ça a servi. Justifier la façon dont les gens sont traités depuis des siècles, excuser la domination, les rapports brutaux, rendre normales les inégalités en prétextant qu'elles sont dans l'ordre des choses. La volonté divine. C'est tellement plus facile. Beaucoup de gens s'insurgent de sa montée en puissance, entre autres parmi mes amis et connaissances. Son élégance tapageuse, sa désinvolture arrogante, ses provocations, ses explications monocausales et sa tendance écœurante à tout ramener à ses convictions, à cette promesse de renouveau que sa jeunesse et sa beauté semblent à elles seules incarner, on n'en supporte plus d'un. Sans parler de cette façon assez détestable d'alimenter la défiance et d'exploiter la crédulité des foules. Il est fils de son temps, d'une époque placée sous le signe de la désinhibition et de l'absence de surmoi, de la théâtralisation et de l'outrance, une sorte d'idole sans idéologie précise, un sous-produit mutant, en apparence nouveau, du monde politique. Il faut cependant reconnaître à l'homme un charisme réel. Il semble être l'envoyé d'un monde meilleur, l'émissaire élégant chargé de conduire les gens sur le chemin du bonheur. Un guide énergique et déterminé. Toute peur est absente de son regard sombre et plein de morgue. Il défie la terre entière. Ses yeux possèdent un feu étrange et magnétique, et à cette flamme qui subjugue s'ajoute sa voix, chaude, profonde, ensorcelante. Elle vous ensorcelle et fait jaillir de vous des émotions incontrôlables. Il fait penser à ces dictateurs de la première moitié du XXe siècle, adulés comme des dieux, et en particulier aux héros du Reich millénaire, la perfection plastique en plus. Son pouvoir de séduction contribue évidemment à son succès. Le parallèle avec le nabot autrichien ne s'arrête pas là, puisqu'il est aussi flagrant dans cette façon très ciblée de s'adresser quasi exclusivement aux émotions de son public. Adolphe avait tout compris. Que disait-il déjà? Que la grande masse d'un peuple n'est pas composée de professeurs et de philosophes? Qu'il faut prendre une foule par les sentiments et non par les raisonnements? Il savait qu'au sein d'un groupe, le niveau intellectuel des individus baisse drastiquement. Noyé dans la masse et correctement excité, n'importe quel humain peut être conduit à tous les excès. La démagogie et la manipulation ont été utilisées de façon très efficace par les régimes autoritaires du siècle passé qui avaient théorisé l'aspect révolutionnaire des émotions qui enflamment l'esprit. La colère, la haine et la plus archaïque d'entre toutes, la peur, ce ressenti étrange qui renvoie à des réflexes ancestraux et physiques, qui a cette particularité de s'exprimer non par la parole mais par le corps. Et lui les alimente consciencieusement en expliquant leur malheur aux gens. Il a su occuper un terrain que les politiques avaient abandonné et s'approprier des thématiques que d'autres ont préféré taire par crainte de perdre des électeurs.